On se barre. On se barre. On On se se barre. barre. On se barre avec Lydie Dram. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une émission un peu spéciale. Vous allez entendre le parcours de Lydie Dram qui a accepté de se livrer. Et je la remercie pour cela. Avec elle, vous allez prendre de la force car elle va vous prouver qu'on peut sortir de l'enfer. J'ai décidé de lui laisser la parole parce qu'elle fait partie de ces femmes que j'admire. Elle est pugnace et n'abandonne jamais rien. On a toutes des failles, des passés plus ou moins douloureux et des bagages bien lourds à porter. Mais malgré cela, elle va vous démontrer qu'on peut se barrer, qu'on doit se barrer et qu'on ne doit jamais arrêter de lutter pour être enfin libre. Voici sa présentation et notre échange. Je suis journaliste. Actuellement, j'ai une émission qui s'appelle Crache ton venin, où je décortique depuis 2018 ce qui arrive, les problèmes de la société et en même temps les violences psychologiques au niveau des femmes et des enfants et tout ce qui va autour. On va parler un peu de ton parcours, parce que là, toi, tu témoignes en tant que survivante. Du coup, moi, j'aimerais voir un peu avec toi, c'était quoi ton enfance, ton adolescence, ton début de vie d'adulte, un peu comment c'était, je vais dire, avant. Alors que moi, j'ai eu une enfance très compliquée. Une maman qui était malade, donc qui était souvent, carrément même, on peut dire, internée. Donc, mon père n'arrivait pas à faire face et j'ai été placée. Donc, Mhm, j'ai fait plusieurs familles d'accueil. mhm. J'ai fait un peu toutes les origines. C'est peut-être pour ça que je parle beaucoup dans mon émission de la société, de tout ce qui va avec et du racisme. J'ai été dans une famille marocaine, une famille juive, une famille portugaise, une famille yougoslave. Bon, je vais m'arrêter là. Début un peu chaotique. Il y a eu des allers-retours, des moments où mon père a pu me récupérer, puis des moments où je suis partie aussi en Afrique, où j'ai continué ma scolarité là-bas, donc dépaysée totalement. Mhm. Euh, et puis revenue, et puis ainsi de suite, replacée, reprise. Et puis, adolescence un peu compliquée. Tu dirais que tu avais des failles en fait liées à ce passé qui pouvaient te rendre vulnérable. Oui, je dirais que j'avais des failles. Des failles, la déficience, c'était au niveau de l'amour. Moi, je me suis toujours posé la question, mais comment on peut dire à des professionnels, d'ailleurs, j'en ai parlé avec pas mal de personnalités politiques, comment on peut dire à des gens, vous travaillez, mais attention, ne vous investissez pas plus que ça, parce qu'il ne faut pas de créer de sentiments. Un enfant sans amour, il ne peut pas se construire. Donc, ma première faille, je pense, c'était le manque d'amour, en fait. Avant de rencontrer celui avec qui tu as vécu des violences conjugales, est-ce que tu avais connu l'amour? En fait, j'ai été une personne qui m'attachait très difficilement. Je l'ai connu une fois beaucoup plus jeune. Bah, d'ailleurs, j'avais 16 ans. Tiens, ça va suivre la schématique. Mhm. Et je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui a dû retourner à l'étranger parce que son pays était en guerre, qui était militaire, et d'ailleurs qui est devenu pasteur aujourd'hui. Et donc, j'ai très très mal vécu. Et puis suite à cela, je suis tombée sur une autre personne qui était beaucoup plus âgée que moi, parce que je pense que j'avais besoin de... Je cherchais le père, en fait. Je cherchais le côté paternel. Donc, j'avais quoi, même, allez, encore, on va dire, peut-être 17 ans, et lui, il en avait 40. Oui, voilà. Hmm. Et tu avais eu des enfants avant de rencontrer ton ex-compagnon, on peut l'appeler comme ça? J'aurais pu avoir plusieurs enfants. Enfin, j'ai pas mené les grossesses à terme. Hmm. J'ai pratiqué l'IVG. C'est pour ça que pour moi, c'est très important qu'une réforme soit faite et que la loi soit bien mise en place. Alors du coup, tu arrives un peu, donc, comme tu me disais, avec des failles, avec un besoin d'amour. Comment tu rencontres du coup ton ex? Qu'est-ce qui t'attire en fait? Comment ça se passe, ces débuts? Ben, en fait, je le rencontre en allant travailler. Il fait quelque chose que déjà j'aurais dû me dire que c'était pas normal. Il prend sa voiture et puis il va à contresens, à contresens. Et moi, je trouve ça, je me dis, tiens, c'est un peu.
c'est un peu bizarre. Puis bon, il s'arrête à côté de moi. Et puis, bon, le charme opère, quoi, le bad boy en Mhm. toute puissance. Je dirais ça comme ça. Mhm. Et t'as aucun warning qui s'allume. Non, parce que, comme je te disais, à part les 2 premières fois, je suis rarement tombée amoureuse, hein. Mhm. J'ai eu une fille, alors on va revenir en arrière un petit peu. Mhm. J'ai eu une fille avec mon ami d'enfance, je pense, parce que c'était basé sur la confiance. Mhm. C'était un amour, mais plus fraternel qu'autre chose. Mhm. Donc, à part ça, non. L'amour, je pense que je me l'étais, si tu veux, interdit, peut-être d'une certaine manière. Mhm. Et que quelque part, inconsciemment, puisque je n'étais pas réparée à l'époque, hein, Mhm. je me dirigeais toujours, je me mettais en danger. Finalement, je me suis remis en danger encore une fois. Pourquoi tu avais ce besoin de te mettre en danger? Bah, parce que je pense que j'ai toujours vécu depuis l'enfance, à l'époque, hein, je ne parle pas de maintenant, Bien hein, sûr. en mode vigilance. Tu as tous tes radars qui sont tout le temps allumés. Et ben, quand tout est tranquille, tu te dis, tiens, il y a quelque chose qui cloche. Donc, tu as tendance à chercher. On entend que beaucoup de jeunes filles se dirigent vers la prostitution ou vers la drogue. Enfin, il y a toujours quelque chose. C'est comme instinctif. Comme Mhm. c'est pas dans ton habitude d'être, de couler un long fleuve tranquille, tu vas à la recherche, si tu veux, du danger. Tu te mets en danger. T'as eu un coup de foudre pour cet homme? Bon, il était beau, il était grand, oui, on peut dire que c'était un bel homme. Enfin, un coup de foudre, c'est un grand mot, mais disons qu'il m'a plu. Et puis, il n'a pas montré ses failles aussi non plus tout de suite, hein. C'était le prince charmant, comme on dit, hein. Mhm. Il avait ce côté bad boy, mais en même temps, ce côté de toute puissance, et en même temps, ce côté, il avait le côté qu'il avait travaillé, hein, je dis bien travaillé maintenant, de Mhm. délicatesse, euh, de, de très protecteur, de poli. C'était travaillé, c'était surfait. Ça, au début, on ne le voit pas tout de suite, hein. Mhm. Est-ce que tu dirais que tu avais, parce que souvent on l'entend, ce côté, c'était un amour fusionnel, un espèce de recherche, et même, enfin, c'était un amour absolu. Ça a été une passion au départ. Je pense que pour les deux, ça a été un amour, enfin, on va dire ça a été une passion, ça a été intense. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu recherches, hein. Mhm. Moi, je te décris, c'était intense, c'était intensif, Mhm. dans tous les sens du terme. Mhm. Et petit à petit, ça s'est affaibli suite au fait que je sois tombée enceinte. Donc, je pense que c'est la grossesse qui a freiné et qui l'a mis dans un état secondaire, en fait. Oui, peut-être parce que l'enfant allait prendre plus de place que Tout à lui. fait, tout Mhm. à fait, Mhm. tout à fait. Que moi, j'ai ressenti une peur, une fragilité en même temps, quelqu'un qui prend sa place, ne pas vouloir passer en second plan. Du coup, moi, je pense que, voilà, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que bah, tu as connu l'emprise et le contrôle coercitif. Euh, comment ça se met en place, en fait, dans ton histoire? Alors, le contrôle coercitif, je pense que c'est différent. Bah, tu fais bien de dire, parce que ça varie selon la personne, en Tout fait. à fait. Moi, le contrôle coercitif, c'était une suite de petits éléments, en fait. C'est comme s'il il avait mis une coercion autour de moi, de violence et de violence psychique, tout d'abord, hein. Mhm. La violence physique, elle vient après. D'abord, c'était psychique. La Mhm. violence psychologique. Il a réussi à créer des peurs, à me mettre dans un état, bah, tu sais, comme quand quelqu'un est, comme quand tu es, par exemple, prisonnier. Ouais, voilà, quand tu es prisonnier de guerre. C'est des espèces de petites tortures, mais au début qui sont juste psychiques, psychologiques, Mhm. pas physiques. C'est important, ça, c'est le départ. Mhm. Et une espèce d'autosurveillance de tous les coins où tu vas, un contrôle au niveau du téléphone, un flicage. En fait, ça te crée des petites peurs. Tu es incapable de réfléchir. En fait, il te tue à petit feu ta réflexion. Voilà comment je le traduis. Mhm. C'est des violences simultanées. Et après arrive la violence physique. Mais la violence coercitive, c'est des petites violences que pas grand monde repère, mais qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, comme si c'était de la torture indéfinie, psychologique, Mhm. voilà, spécifique. Voilà. Et tu as connu aussi des violences physiques. Oui, les violences physiques, bon, bah, ça, c'est les coups. Ça, Mhm. c'est
qu'il y a de plus. Alors, bien souvent, j'ai de nombreuses femmes qui disent oui, mais la violence psychologique, c'est moins grave que la violence physique. Ben, moi, pour avoir connu les deux, j'arrête pas de répéter, ben non, c'est tout aussi violent. Moi, la violence que j'ai subie coercitive, la violence psychique, la violence psychologique, elle est autant intense et destructrice que la violence physique que j'ai subie. Bien sûr, c'est un continuum en fait de violence. Tout à fait. Ça Le, s'arrête jamais. le physique, si tu veux, c'est dans ta chair, ça brûle. Mais le psychologique, c'est dans ton âme, ça meurtrit. Mhm. T'es un zombie. C'est pareil, c'est pareil. T'avais conscience que ça allait pas du tout. Oui, j'avais conscience que ça n'allait pas. Je, j'étais quand même en mode robotique, hein. Il faut aussi comprendre qu'on sent que ça ne va pas, mais comme on est sous emprise, l'emprise, c'est ça, c'est ne plus être maître de soi. Donc, on fait comme si ça va, on fait des choses de manière machinale. Et j'insiste, de manière machinale. C'est pour ça que je dis, j'étais comme un zombie, j'étais en mode robotique. Mhm. Je faisais pour faire. Et du coup, moi, ça me fait penser, voilà, c'est parce que finalement, tu sais, on accuse beaucoup les femmes victimes de violences conjugales. Oui, malgré tout, malgré cette souffrance, pourquoi tu réussis pas à partir? Mais moi, je préfère dire, c'est qu'est-ce qu'il a mis en place qui finalement fait que tu n'arrives pas à partir ou que tu le laisses revenir dans ta vie? Ben, en fait, c'est la violence coercitive, et Hmm. ça part de là. C'est-à-dire qu'il y a tout un environnement. Déjà, la plupart du temps, dans mon cas, en tout cas, j'avais des enfants avec lui. J'en ai eu trois à la suite. Mhm. Tout ce qui a été mis en place autour, sa manière de prendre possession de la place. Tu sais, c'est des gens charmants au grand sourire. Toi, t'es pas bien, tu t'en prends de tous les côtés à longueur de temps. Tu fais les grossesses qui sont compliquées. Tu t'occupes de l'enfant pendant que lui vit sa vie et qui revient juste pour faire le pacha ou le roi à la maison. Mm. Mais toi, en attendant, tu as toute cette charge mentale. Donc, et en plus, tu as cette violence coercitive. Tu sais que quand il va venir, il va y avoir un problème. Et tu sais que tu as l'extérieur à gérer, que lui ne gère pas, puisque lui, c'est monsieur parfait dehors. Mm. C'est toi qui, en fait, quelque part, l'emprise fait que c'est nous qui les protégeons. Parce que justement, par amour, en fait, on a confondu l'amour et l'emprise. Et comme on est lié comme par un serment, parce qu'il y a les enfants en plus et qu'on ne veut pas détruire le noyau parce qu'on a peur des conséquences même vis-à-vis des enfants, est-ce qu'on va pouvoir continuer à subvenir à leurs besoins? Est-ce qu'on va s'en sortir? Alors que tout ça, c'est faux parce que dès le départ, c'est à notre charge. C'est la victime qui s'occupe de tout ça déjà. Mais le bourreau a tellement réussi à lui faire croire le contraire et à lui faire croire qu'elle est nulle qu'elle pense ne pas être capable. Mm. Donc c'est une prison mentale, hein. Et après les violences, tu vas porter plainte? Oui, je vais porter plainte. Alors ça dépend du degré de la violence. Encore une fois, chaque fois que j'ai porté plainte, parce qu'il y avait eu des millions de fois avant ça, hein, je ne vais pas Mhm. rentrer dans les détails, mais chaque fois que je vais porter plainte, c'est parce que ça a été trop loin et que ça a été, que j'ai frôlé la mort à chaque fois. Ça, les Mm. gens ne le savent pas. Et je suis une survivante, comme on dit, mais pas qu'une fois. Là, c'était la fois de trop parce que mon visage a été touché et que ça m'a causé des dégâts au niveau facial. Mais avant ça, il y a eu des fois où j'aurais pu mourir. Et Mm. chaque fois que j'ai porté plainte, c'était parce que j'ai failli mourir. Mm. T'as réussi à laisser tes plaintes ou justement tu les as retirées? Non, alors, je le dis ça parce que j'ai quand même fait une autre interview où je dis, mais moi j'ai toujours trouvé ça, mais même limite risible, et je le dis hein, partout où je vais. Quand on pose la question à une femme, êtes-vous sûre de retirer votre plainte par choix? Mais, mais non, une femme sous emprise, elle retire sa plainte pas par choix, parce qu'à d'un, elle a peur, soit pour elle, soit pour un de ses enfants, parce que des fois, ce sont des femmes qui ont déjà eu des enfants avec d'autres personnes, alors c'est encore pire, parce qu'elles savent que l'enfant n'est pas issu, que c'est pas le père de l'enfant, et donc il peut faire n'importe quoi avec cet enfant, puisque ce n'est pas son père. Mhm. Donc il y a des enfin, il y a des paramètres à prendre en compte que la police ne prend pas en compte. On te fait, en fait, elles te font signer que c'est comme à l'hôpital une décharge. En fait, c'est Mhm. juste pour se donner bonne conscience. Mais ça, je le dis à chaque fois. Mhm. Voilà pourquoi il faut des pôles spécialisés. Oui, tout à fait. Et Mm. qu'est-ce qui fait qu'un jour, toi, tu te barres définitivement, tu vois, pourquoi? Alors moi, je pense que ça a été en plusieurs étapes. Parce Mhm. que, comme je l'ai dit, j'ai eu quand même trois enfants avec lui. Mhm. Et j'ai eu trois enfants pas par envie.
Parce alors, je vais te parler d'un truc. On parle de violence coercitive. Moi, je dis ça touche beaucoup d'institutions. Mhm. La violence coercitive, c'est un effet de violence en continu. Donc, c'est issu du bourreau, mais des fois, quand le système est défaillant, eh ben, les administrations aussi procurent cette violence. Enfin, aident, si tu veux, le bourreau à pouvoir avoir un impact sur toi. Mhm. Par exemple, je vais te donner deux exemples. Je vais te donner un exemple tout simple. Moi, j'ai réussi, en étant femme victime de violence, à aller à l'hôpital, à essayer à avoir un rendez-vous pour me faire ligaturer les trompes. Mhm. J'avais déjà ma fille, une première fille issue, enfin avec un autre compagnon, et que j'avais eu un enfant avec cet individu qui était devenu violent suite à ma première grossesse. Donc je me débrouille, je vais à l'hôpital, je prends rendez-vous, je me cache, j'explique. Bien entendu que je ne vais pas dire que je suis femme victime de violence, on est d'accord, Bien mais sûr. je viens quand même voir un professionnel en disant, voilà, j'ai une fille et un garçon, je ne veux plus d'enfants, ligaturez-moi les trompes. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, à mon avis, Il y a une commission, Mhm. il y a une commission et un refus. Et tu sais combien de fois ça m'est arrivé? Non. 2 fois. Sachant que j'ai 3 enfants avec lui. Mhm. Et que tu sais que mes 2 derniers enfants étaient issus du viol conjugal. Donc Mhm. voilà. Donc ça, c'est une violence coercitive. Mhm. C'est une violence qui n'est pas liée qu'à lui, en fait, qui lui sert à lui pour continuer de me nuire. Mhm. Et donc l'hôpital, quelque part, le corps médical, bah, quelque part même indirectement, il a fait partie, puisque moi, je me suis débrouillée pour pas continuer à avoir des grossesses. Mais on Mhm. n'a pas répondu favorablement à ma demande. Et tu sais ce qu'on m'a dit? Que j'étais trop jeune, qu'il fallait attendre 45 ans, sachant que j'avais déjà une fille qui avait un certain âge, elle avait Mhm. 14 ans, et je venais d'avoir un petit garçon. Pourquoi est-ce que j'aurais voulu d'un autre enfant? Mais non, on ne me l'a pas fait. Ben oui, Ah oui, des violences en fait, c'est toujours des violences en fait. mais oui, mais qui sont-ils pour décider Mhm. à ma place? À partir du moment, ils savent pas, non seulement, bon, à l'époque, on va dire que il y avait peut-être moins de choses sur les femmes victimes de violences, mais Mhm. si une femme vient et dit je ne veux plus d'enfants, d'accord, d'accord, si c'était pas comme maintenant, mais quand même, je suis venue, j'ai pris l'initiative, je me suis débrouillée, Mhm. j'ai expliqué, il y a eu une commission et on me l'a refusé par 2 fois. Mhm. Oui, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et on t'a interrogé sur de possibles Non, violences, à non? l'époque, non, et c'est ça qui est incroyable. C'est Mhm. pour ça que je me bats pour beaucoup de choses. Mhm. C'est incroyable. On m'a dit non, c'est à partir de 45 ans, que j'étais trop jeune, que ça se trouve, j'allais revenir sur ma décision. Sans plus que ça, sans pousser le sujet plus loin, il n'y a pas Mhm. eu une professionnelle, une psychologue. Peut-être que j'aurais pu partir plus tôt, tu Oui, vois. bien sûr. Et quand tu as du coup, bah, donc effectivement, une violence déjà là, et finalement qui instaure en fait un pouvoir à ton bourreau en fait, Sur mon sur corps, tu ton te rends compte? corps, bien sûr. Et après, j'ai eu 2 grossesses non désirées issues du viol conjugal. Mhm. Alors que, même, bon, d'accord, il y a le viol conjugal, mais j'aurais pu éviter, enfin, j'aurais pu, bon, ils sont là, je les aime, hein, je les aime plus que tout, je me bats pour eux, je dis pas le contraire, je Bien suis sûr. contente, je suis heureuse qu'ils soient là. Mais, n'empêche que j'ai 2 enfants non désirés. Alors, quand on parle, alors je vais aller beaucoup plus loin, parce que c'est pour ça que je parle beaucoup des problèmes de société. Quand j'entends des gens qui disent, oui, ils font des enfants à tour-larigot, elles savent que ça va pas, alors pourquoi elles en font? On n'a pas vraiment le choix. Mhm. Je remets les pendules à l'heure en te disant ça. Nous Bien n'avons pas sûr. vraiment le choix. Et, et quand tu te barres ce parcours, alors c'est quoi les Ah, difficultés que tu as connues? il y en a plein. Déjà, je me barre, je suis abîmée. Je Mhm. suis abîmée, je suis relogée parce que j'habite un rez-de-chaussée que monsieur a tendance à sauter sur ma fenêtre et à laisser ses empreintes de 47 sur ma fenêtre. Donc, je suis déplacée. Donc, perte de repère, enfin, petite perte de repère, mais bon, ça va. Je suis en mauvaise posture physique parce que prise de médicaments, donc prise de poids, et donc beaucoup de douleurs au niveau du visage, des dents, normal, implantation, enfin tout ce qui va avec. Mhm. Méconnaissable, parce que avant ça, on peut dire j'ai toujours été une jolie fille, hein. Donc transformation totale. Donc waouh, apprendre à se réapproprier, euh, à s'accepter, c'est important. Mhm. Je crois que ça a été la plus grande démarche. Et donc, je me suis focalisée sur les études. J'ai repris les études pour me donner, un objectif, pour tenir, en fait. Je me Mhm. suis concentrée pour tenir, Mhm. accrocher, si tu veux.
comme une ficelle, comme si je ne lâchais pas la ficelle. Et c'était ce que j'ai fait, le journalisme. Je me suis accrochée comme j'ai mordu, quoi. Mmh. Voilà. Ça t'a permis de te reconstruire. Comment tu t'es reconstruit, en fait? Et c'est ce que je viens de te dire. À travers, je me suis donné un objectif Mmh. en me disant c'est juste pas possible. Il y a des centaines de femmes qui vivent ce que je vis Mmh. et qui n'ont peut-être pas la patate, en fait, l'énergie ou la volonté que j'avais de changer les choses. Parce que quand même, étant sous emprise, j'ai réussi à aller 2 fois à l'hôpital, à me trouver des, tu sais, pour me faire ligaturer les trompes, à trouver des excuses, Mmh. à faire des péripéties. Donc j'étais quand même en mode rebelle quand même. Mmh. Et pourtant, j'étais en mode robotique, hein. Mmh. Et après, je me suis dit, mais il faut changer les choses. Et même quand j'étais plus jeune, c'était pour aussi euh, voilà, faire un pied de nez au destin. Je voulais être journaliste et comme j'étais insupportable, tu me disais comment j'étais quand j'étais plus jeune, j'avais des notes sans apprendre, hein. J'avais toujours des 13, 10, 12 sans rien apprendre puisque je faisais pas mes devoirs, juste avec la mémoire. J'avais une Mmh. bonne mémoire. Et du coup, je voulais être journaliste et finalement, ils m'ont coincée parce que j'avais un comportement, encore une fois, à l'époque, on n'a pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'il y avait, qui allait pas. Mmh. Et on m'a dit, bah voilà, j'ai une prof, je me rappellerai toujours, hein, ma prof d'anglais qui m'a dit, bah tu vois, je t'avais dit que je t'attendais au tournant. Et du coup, ils m'ont mis en comptabilité. Et c'est de là que j'ai tout laissé tomber au bout d'un moment, quoi. Mmh. Voilà. Tout ça, ça t'a donné, une Et non, force, je en me fait? suis dit, bah non, voilà. Et ben Mmh. non, je vais faire ce que je voulais faire depuis à la base. En fait, j'ai remis les pendules, j'ai remonté le temps. J'ai dit, je vais faire ce que je voulais faire dès le départ. C'est ce que j'ai fait. Et tu as eu besoin de mettre en place un suivi, psy, aller dans des associations? Alors, j'ai pas eu le choix. Non, alors moi, je suis un cas particulier. J'ai fonctionné toute seule. Mmh. J'ai été dans aucune association. Mmh. Alors, par la suite, on me voit, je suis beaucoup parce que je vais voir qu'est-ce qu'elles font maintenant, parce que je suis sur le terrain. Donc, j'aime bien voir les Mmh. choses. Mais donc, je vais dans les associations. Mais avant ça, pendant que moi-même j'étais victime, malheureusement, je n'ai été voir aucune association et je n'ai eu l'aide d'aucune association. Je dis bien malheureusement parce que c'est un plus, hein. Maintenant que je vois comment ça fonctionne, je pense que ça aide. Ça aide. On a déjà un appui, même si c'est pas grand-chose, c'est déjà ça. Moi, je Mmh. n'avais pas cet appui-là. Moi, ce qui m'a aidé, c'est une personne du CCAS qui a cru en moi, qui m'a dit, mais Mmh. franchement, tu peux le faire. Avec cette phrase, comme j'avais rarement eu du soutien dans ma vie, Mmh. je pense que ça m'a donné la niaque qui me fallait, quoi. Donc non, j'ai eu le CCAS qui m'a aidée. J'ai eu Assia Benziane, une femme politique qui était à la parité, qui m'a vue arriver quand j'étais défigurée et Mmh. qui a dit, mais c'est juste impossible, incroyable, qui a aidé à faire qu'on me reloge et voilà. Mmh. Donc voilà, non, j'ai eu ces deux aides-là. Et c'était pas par le biais d'une association, c'était par le biais de moi-même, en fait. Si je reviens en arrière, non, j'ai rencontré Assia et c'est Assia qui m'a dirigée. Donc on peut dire que quelque part, si j'ai eu le coup de pouce de cette femme qui a su me diriger vers la bonne personne. Quand même. Mmh. C'est important, je veux le préciser. Donc c'est important d'aller chercher des mains qu'on peut nous tendre, en fait. Des mains, on peut pas s'en sortir tout seul. On peut pas, on peut pas. Mmh. Avec la meilleure volonté du monde, on peut pas. Et comment tu fais pour tes enfants? C'est-à-dire. C'est-à-dire, est-ce que tu as dû mettre en place, des suivis psy? Est-ce que tu as dû demander, l'autorité parentale exclusive? Ah bah oui, mais déjà, moi-même, j'ai été suivie. Alors on va revenir, c'était ça ta question. Déjà, Ouais. je vais répondre à ta question. J'ai eu, depuis que j'ai mon visage qui a été touché, l'œil enfoncé, mâchoire fracturée, pommettes, bon, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Mmh. J'ai eu un suivi obligatoire qui a été mis en place. Ça m'a été attribué d'office, quoi, puisque quand on est victime de violence à ce point-là, pour pas devenir nous-mêmes un danger pour la société, Mmh. on est obligé de se faire suivre. Alors au début, j'étais très réticente. Et finalement, avec justement cette personne du CCAS qui m'a beaucoup parlé, Assia Bendiane qui m'a beaucoup parlé, j'ai accepté. Mmh. J'ai accepté ce suivi. Et j'ai bien fait. Parce que moi, j'avais une mauvaise image des psys. Alors, je t'ai dit au tout début de l'émission que ma mère était une femme déjà malade et Mmh. atteinte, qui était beaucoup dans le milieu psychiatrique. Donc, Mmh. du coup, j'avais une appréhension. Et étant originaire d'Afrique de l'Ouest, c'est des pratiques pour nous voilà, qui ne sont pas cohérentes. Mmh. Donc, j'avais des préjugés. Mais bon, j'ai bien fait. Enfin, on m'a obligée. Et d'un côté, c'est pas plus mal qu'on m'a obligée parce que finalement, c'était un mal pour un bien. Ça t'a pris parce qu'aujourd'hui, on peut dire, tu es une survivante. Ça t'a pris combien de temps, ce parcours?
Ouh là là, ça m'a pris plus de 7 ans. J'en suis peut-être à 11 ans. Le plus difficile, ça veut dire, c'est les 7 premières années. Aujourd'hui, tu es encore dans des combats judiciaires? Oui, alors tu me demandais déjà, je finis pour le suivi des enfants. Oui, tout à Tu fait, ouais. es obligé de faire suivre les enfants. Parce D'accord. que les enfants, même si, par exemple, le dernier, il était dans mon ventre, même si ma fille était toute petite, même si mon fils avait 3 ans quand on m'a défiguré et c'était Mmh. devant lui, Mmh. c'est des choses qui marquent. Bien sûr. Donc, tu es obligé parce que quelque part, il y a une séquelle. Bon, enfin, moi, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai constaté, puisque j'avais déjà eu une première enfant avec qui bon, je m'entends très bien avec le père, tout s'était très bien passé, même notre séparation. Et ce sont des enfants complètement différents. Mmh. Donc, c'est des enfants qui ont besoin d'être rassurés constamment. Donc, il faut casser ça à la racine. Et Mmh. pour le casser, c'est le suivi. Donc, oui, mes enfants ont été suivis. Et tu avais demandé, l'autorité parentale exclusive? Moi, je l'ai eu dès le départ. D'accord. Je suis un cas, c'est rarissime en France, je sais, hein, Tout à fait. mais c'est suite à ce qui s'est passé. J'étais enceinte quand même. Il y a Mmh. eu 6 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. Mmh. Mais j'ai pas pu me présenter parce qu'il y a eu je te disais, un quick, encore une fois, de l'État. Je n'ai pas été appelée pour venir. Mmh. Donc, il n'a pas pu avoir la peine qu'il aurait dû avoir. Et je ne suis pas la seule victime hein, à ce niveau-là. Hein. Et du coup, tu essaies d'avoir réparation aujourd'hui? Alors non, parce que je suis quelqu'un qui a voulu avancer. Donc Mmh. je suis pas restée sur mes, enfin, je suis pas restée, on va dire ça comme ça, sur ce phénomène. J'appelle ça, ouais, tout ce qui s'est passé, c'est quand même pas anodin. Mmh. J'ai voulu changer, si tu veux, bousculer, avancer, éradiquer tout ça. Mmh. Pas occulter, hein, parce que je peux pas occulter. Mmh. Et je ne cherche pas à occulter parce que sinon, ça voudrait dire que ça va me laisser encore plus de failles. Non, non. J'affronte, mais je cherche à avancer, à sortir de tout ça, à sortir mes enfants de tout ça, que ça s'arrête avec moi, en fait, que ça continue pas à travers mes enfants. Mmh. Et donc, pour ça, je me suis fixé d'autres buts, c'est-à-dire d'aider pas mal de personnes. Euh, Déjà, d'abord, de m'aider moi-même Mmh. à faire ce que j'ai toujours voulu faire, ce que je fais maintenant. Ensuite, aider les autres. Et puis, continuer à avancer et à faire avancer mes enfants. Donc oui, monsieur m'a réattaqué plusieurs fois. Donc ça aussi, c'est de la violence coercitive Tout à parce que fait. à chaque fois que tout le monde, que tout est remis dans l'ordre, que tout se passe bien, eh ben, monsieur revient à la charge. Il veut récupérer des enfants qu'il s'est à peine occupé dans sa vie, Mmh. qui n'ont pas pu, enfin, c'est un grand mot, non. Je pense qu'on aime son père autant que sa mère, même si on ne le voit pas. C'est pas ce que je veux dire, mais bon, il connaît pas vraiment leur goût. Enfin, c'est juste comme des trophées. En fait, Mmh. c'est juste, je vais dire, c'est une violence coercitive parce que c'est juste un moyen de m'embêter. Mmh. C'est un moyen de reprendre la main sur moi. En fait, c'est comme si ce genre de personnes n'acceptaient pas de perdre, hein, parce qu'ils ont l'impression de perdre hein, Oui. quand ça va pas dans leur sens. C'est des gens qui ne supportent pas qu'on leur résiste. Et d'ailleurs, quand il m'a défigurée, c'était suite à ça. Alors, je vais aller loin. Hein. Mmh. Moi, j'étais enceinte et en fait, monsieur euh, revenait de la mosquée et voulait avoir un rapport sexuel avec moi et moi, je n'ai pas voulu. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est dû aux hormones ou si c'est dû à tout ce que j'avais accumulé. J'ai dit non et je m'y suis tenue. Mmh. J'ai dit non. Et le fait de dire non, il ne supporte pas qu'on les défie Mmh. ou alors d'être frustré. La frustration a fait qu'il n'a pas pu se contrôler et qu'il m'a fracassé devant mon fils de 3 ans, Mmh. alors que j'étais enceinte. Je me rappelle qu'aux expertises, j'avais son 47 dans mon dos. Quand j'avais réussi à me relever, il m'avait remis à terre et il y avait la marque de son 47 sur mon dos. C'est trop. Il y a pas de mots, en fait. Et est-ce que tu as eu est-ce que ou tu as encore des flashbacks de ces moments traumatiques ou plus du tout, justement? Alors, je pense que j'en ai eu au départ. Ouais, C'est pour ça que je te dis, c'est les 7 premières années qui sont difficiles. bien sûr. Mais après, j'ai eu des bons suivis psy et moi, je suis suivie une fois par mois. Et je continue à me faire suivre parce que c'est pour mon bien-être. Puis ça me fait du bien. Et puis, je me dis que comme ça, je peux toujours voir ce qu'il y a comme nouveauté. Le MDR, moi, je l'ai faite. Mmh. Ça m'a ramené pas mal de souvenirs, dont des abus dont j'ai été victime enfant. Donc, je conseille à beaucoup de gens de le faire, mais c'est une technique très dure parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent après, en cauchemar. Mais bon, tout se remet dans l'ordre, dans un sens, on va dire ça comme ça. Encore une fois, c'est un mal pour un bien.
Toi, tu as subi énormément de violences, que ce soit par ton ex-compagnon ou même par la société. Qu'est-ce que la société, pour toi, elle devrait mettre en place aujourd'hui pour améliorer les choses? Sur quoi on Alors, doit se battre? ce que j'ai dit à Madame Rome, moi j'appuie beaucoup sur Madame Rome parce que je trouve que c'est une personne que j'ai rencontrée qui a été au bout du combat, quoi, en fait. On l'a limogée, mais on l'a limogée pas pour rien parce qu'elle avançait trop et trop vite. Et ça n'engage que moi, hein. Moi, je suis apolitique, on va dire ça comme ça. Je reçois Mhm, tout le monde dans mes émissions, je vais partout, je suis dans toutes les associations pratiquement. Pratiquement, j'en ai fait beaucoup des différentes, hein. Je mhm, travaille avec beaucoup de gens sur le terrain. Et je pense qu'il faut faire un pôle. Je pense qu'une victime ne devrait pas répéter 10 000 fois ce qu'elle a vécu. Je pense qu'elle devrait le faire une fois avec quelqu'un à ses côtés pour l'aider. Tout ce que je n'ai pas eu, quoi. Moi, j'ai eu personne à mes côtés quand j'étais en train de faire mes auditions. Moi, j'ai plus de 30 plaintes qui ont été classées depuis 2011. Et je pense que quelque part, il y a aussi, c'est de la violence coercitive parce que quelque part, alors, je vais parler d'une autre violence coercitive mhm. au niveau de la police. Alors, je sais que je vais te donner tous les exemples possibles de la Terre, mais je suis passée par tellement de choses que c'est important ce que je vais dire. Bien sûr. Je n'ai rien contre la police. Moi, je suis tombée sur d'excellents policiers, comme je suis tombée sur de très mauvais, très, très, très mauvais policiers Mhm, qui savaient pas faire la différence entre des violences intrafamiliales et des disputes de couple, en fait. mhm, Donc, il y a de tout. Mais par contre, eh ben, ce que j'ai souvent dit depuis 2018, c'est que quand tu paraissais être une femme forte, eh ben, ils estimaient que tu ne pouvais pas être victime. En fait, les policiers ont des a priori. Et moi, je pense qu'il est temps de casser ces codes. Qu'une femme médecin, comme j'ai toujours dit, une femme avocate, une femme, je ne sais pas moi, policière au gradé, une femme scientifique qui a un dog, voilà, elle peut être victime de violences conjugales. Il faut que ça entre dans la tête de tout le monde qu'il n'y a pas de statut, comme je l'ai dit depuis 2018, pour être une femme battue. Il n'y en a pas. Parce que moi, j'ai été victime de ces préjugés-là. Ils se sont pas dit, ils connaissent pas ma vie. mhm, Ils ont vu une femme qui était là, capable, exactement comme je suis en train de te décrire les choses. mhm. Mais moi, j'ai un passif. Moi, toute ma vie, j'ai connu de la violence coercitive. Comme ma psy m'a dit, je suis quelqu'un, c'est comme si j'avais été toute ma vie en zone de guerre. Donc, je Mhm. m'adapte. Mais ça ne veut pas dire que parce que je m'adapte, je ne souffre pas. Oui. Et ça ne veut pas dire que parce que je m'adapte, je ne peux pas mourir. Et c'est important qu'ils en prennent conscience parce que beaucoup de policiers, moi, m'ont fait du tort en pensant que c'était le côté bling-bling parce que, d'accord, mon monsieur était sportif professionnel. Mais c'était pas ça le but. Moi, à mon niveau, c'était la souffrance. Et d'ailleurs, ça s'est vu après. Ça s'est vu après parce que toutes les plaintes ont été classées. Et quand, une fois, on parlait de la violence coercitive encore, même par rapport aux enfants, Mhm, il y a un policier qui s'est permis de dire à l'avocate de monsieur qui avait demandé à un JAF que je venais pour un oui ou pour un non au commissariat. Mais s'il savait combien ça me coûte de venir dans un commissariat, c'est pas parce qu'il ne le voit pas que je ne souffre pas. Ça mhm, me coûte de venir au commissariat. Mais je le fais parce que je le dois. Parce que je dis, je veux que dans ce pays, il y ait une justice. Et si ce n'est pas la justice qui fait, c'est qui va empêcher de faire, c'est qui va l'empêcher de nuire. Et mhm. c'est pour donner l'exemple, pour dire qu'il faut y aller, en fait. Et d'ailleurs, c'était la com qu'ils avaient fait, hein. Oui. Donc, j'y allais pour ça. Et à cause de son témoignage à ce monsieur, mon fils, le JAF, a laissé partir mes enfants un week-end avec leur père pour la première fois. Et mon fils est revenu avec 6 coups de poing dans le dos. 6 coups de poing dans le dos. Il avait 6 ans. Et, ça- Donc, et par la suite, comment ça s'est passé? alors, moi, le point sur lequel j'appuie, parce que ça s'est passé, mais je veux vraiment faire comprendre, je l'ai dit maintes et maintes fois, ça, c'est parce que ce policier avait de la rancœur vis-à-vis de moi. Mhm, Parce qu'il pensait que, enfin, j'étais venue aussi une autre fois avec mon avocate, et c'était au tout début où on avait dit que les avocats pouvaient participer. Donc, eux, ils n'avaient pas l'habitude de cette méthode-là. Donc, pensant que comme je faisais certaines choses, euh, pensant que je faisais du zèle, alors que non, j'ai juste utilisé mes droits. Donc, il avait un grief contre moi déjà. Et mhm, donc, il a témoigné en ma défaveur, sans penser que ça pouvait faire du mal à mon enfant, en fait. mhm. Tout ça, c'est de la violence coercitive. Oui. Alors la juge, elle a très bien compris. Donc ça a été arrêté, cette histoire. J'ai fait Mhm, 1 an et demi de non-représentation enfant, mhm, déjà. Et j'allais à chaque fois en expliquant que j'avais ressaisi la juge pour dire que c'était pas possible, qu'il y avait eu un rappel à la loi, que mon fils de 6 ans avait subi 6 coups de poing, alors que monsieur m'avait déjà défiguré, mhm. qu'il était hors de question pour moi. C'était non-assistance à personne en danger.
et qu'il y avait des lois, hein, comme le principe de précaution. D'ailleurs, c'est ce que j'ai revendiqué à l'Assemblée nationale. Pourquoi cette loi n'est pas utilisée? Donc, d'où l'utilité d'un seul pôle. C'est en train de se créer à Versailles. Il y en a 3 qui arrivent. Versailles avec Madame Rome, chapeau. Ça, je lui envoie encore mon chapeau. Toi, je sais que t'aimes pas qu'on emploie le mot victime, mais survivante. Mm. Parle-moi un peu Non, de ce prisme. non, alors, victime, alors survivante, c'est comme si ça nous fait passer pour des héroïnes. Alors, tu vois, moi, je me considère comme une femme lambda et je Mhm. veux que chaque femme qui est dans son foyer, une mère de foyer qui ne travaille pas, qui est mère de maison, qui subisse, elle se dise, moi aussi, je peux le faire. Et Mhm. quand on utilise ce terme-là, survivante, guerrière, euh, ça a une connotation spécifique qui fait que ces femmes, elles se disent, oh, purée, pourquoi j'ai pas ce tempérament? Et moi, je suis là pour dire non, tu peux le faire. Tu peux le faire. Toi aussi, tu peux. Donc, pour moi, je suis une femme lambda qui a la volonté de sortir de cet enfer. Comme je dis souvent, c'est un terme que j'utilise beaucoup, je suis une ancienne chienne des enfers. Et on peut en sortir. Voilà. Ah oui, je trouve ça incroyable. Les mots que tu emploies. C'est le titre de mon livre, hein, il arrive bientôt. Donc en fait, tu veux dire qu'il ne faut pas abandonner, en fait, qu'on peut avoir la garde exclusive de ses enfants, qu'on peut Bien obtenir sûr, justice. il faut démontrer. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne dis pas que c'est facile. Ça a été très dur pour moi. Mais je l'ai fait seule. Je n'avais pas d'association. Mhm. J'ai commencé à fréquenter les associations quand j'ai fait mes émissions. Mhm. Mais c'est normal parce que pour moi, tu as vu tout à l'heure, je ne Mhm. parle pas sans connaître. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Je Mhm. ne vais pas m'avancer dans quelque chose que je ne connais pas. Je ne suis pas là pour faire semblant. Moi, je veux du réel, du concret, Mhm. du fictif. Voilà. C'est simple. Et donc, je ne parle que de ce que je connais. Et pour connaître, il faut que je sois sur le terrain. Donc, je vais voir qui fait quoi, Mhm. comment ils le font, Mhm. comment on peut changer, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Voilà. Et après, je participe. C'est pareil, hein, je prends des gens lambda dans mon émission, je prends des gens connus. Et ben, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Mhm. Pour moi, euh, tout le monde, enfin, je mets tout le monde sur le même piédestal. Et j'estime que une personne, une boulangère, par exemple, qui a connu des violences, et ben, si elle veut venir dans mon émission, je la recevrai parce elle a peut-être son mot à dire, autant que je reçois d'autres personnes qui sont très connues et qui passent partout, qui viennent aussi dans mes émissions. En fait, je me dis, pour combattre ce fléau, il faut le comprendre. Mais il faut le comprendre dans tous les sens du terme et à tous les niveaux de la société. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'adore ta force. Ça fait du bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose auquel j'aurais pas pensé, une question que je t'aurais pas posée? Voilà, tu peux y aller. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? La violence coercitive, on est en train de travailler dessus, hein. Mhm. Il y a plein de choses qui sont remontées. Mhm. Moi, je voudrais parler de la violence coercitive au niveau des institutions, parce qu'une fois qu'il y a les procédures juridiques, ensuite, on voit bien, comme moi, je te dis, j'ai fait un an et demi de non-représentation, et donc après, quand la juge a restatué, on sait qu'en France, on ne coupe pas le lien entre le père et l'enfant. Et Mhm. moi, je trouve qu'un homme violent n'est pas un bon père. Ce que je pourrais rajouter, c'est que chaque fois que mes enfants ont arrêté leur suivi, que le médecin disait c'est bon, il n'y a plus besoin de suivi, chaque fois qu'ils ont revu leur père, on a dû reprendre le suivi. Et c'est pas parce que je le voulais, c'est parce que c'était une obligation. Mhm. Donc, je pense que ça a des conséquences. Je pense que, d'ailleurs, Madame Santiago en parle beaucoup. Je pense que ce sont des victimes, les enfants. Ce ne sont pas des co-victimes. Ce sont des victimes à part entière et que maintenir un lien qui ne sert strictement à rien, l'enfant n'a aucune envie. Alors, je le répète et je l'affirme, hein, Mhm. l'enfant, d'ailleurs, je vais te donner un exemple. Mon fils a récemment dit à la personne qui les recevait en visite médiatisée, comme ça, texto, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il en pensait, il a dit, oh, je suis là pour faire semblant pendant 1 heure. Ça me suffit. À tel point, l'enfant n'a pas envie, quoi. Mhm. Et l'enfant, finalement, on habitue l'enfant à mentir quelque part ou à faire semblant. Tout ça pour que les institutions y trouvent leur compte. Pourquoi? Parce qu'il faut des lieux médiatisés. Pourquoi il faut des lieux médiatisés? Parce que ça crée des emplois, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait voir à la chose. On devrait voir le bien de l'enfant en priorité. Et voir, parce qu'il y a des pères, par contre, attention, je Mhm. ne fais pas d'amalgame, il y a des pères qui peuvent, voilà, on peut, ils acceptent de se faire soigner et dans ce cas-là, maintenir les visites médiatisées, oui, parce que pourquoi pas? Mhm.
s'ils sont soignés, s'ils acceptent, si on voit qu'ils font l'effort. Et si l'enfant n'est pas contre. Ce qui est le plus important, c'est l'enfant. Quand l'enfant veut, tout est OK. Quand l'enfant ne veut pas, il ne faut pas forcer. C'est ce que j'aurais à rajouter. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de JAF on oblige les enfants d'une certaine façon, même si c'est une fois par mois. Même si, par exemple, admettons, moi, j'ai la garde exclusive. Et une fois par mois ou 2 fois par mois, l'enfant doit voir dans un lieu médiatisé, l'enfant n'a pas forcément envie d'y aller. Il le fait et il s'y rend parce que sinon, moi, j'ai des problèmes. Oui. Donc, quelque part, c'est de la violence coercitive. Oui. Et ça, c'est pas encore au point. Les gens ont du mal à comprendre. Je comprends qu'il y a des boulots, parce que moi, j'ai étudié le sujet, hein, tout autour, il y a une société. Hein. Oui. Voilà, mais ces failles-là, tôt ou tard, la société va le payer. Parce que ça crée des enfants qui sont frustrés, qui sont en colère. Et ça fait d'autres dégâts. On se barre. On se barre. On se barre.